Alors bonsoir à tous et à toutes. Donc on a mis une petite musique, d'intro pour accueillir tout le monde et laisser le temps, à tout le monde de se connecter. Voilà, donc bienvenue aux personnes qui sont là ce soir. Peut-être qui on va je vais faire l'introduction, doucement parce qu'il y a peut-être d'autres personnes, vu qu'il est encore tôt, qui vont se joindre à nous. Donc, je suis Lila, la soirée, ce soir, on est ravis de vous avoir sur cette soirée autour du microbiote avec nos 2 invités, d'exception, donc, Anne-Sophie, Defour qui est micronutritionniste Bonsoir. et Jennifer, Tabary qui est la créatrice de la marque Les Pots qui chantent, donc c'est des légumes boostés. Voilà, donc cette soirée est organisée par le Quai des Possibles, qui est un collectif optimiste qui s'engage pour une transition écologique et solidaire. Et le Quai des Possibles, qu'est-ce que c'est? C'est un tiers-lieu qui est situé dans l'ancienne gare de la Grande Ceinture à Saint-Germain-en-Laye, dans les Yvelines. Et voilà, nous organisons en fait des événements inspirants pour les acteurs et actrices du territoire, pour les inspirer, les faire échanger, se rencontrer, discuter de thématiques de transition sociale, solidaire et écologique, et construire et co-construire le monde d'aujourd'hui et de demain. Et nous sommes également un espace de coworking et une ruche, donc la ruche Saint-Germain. Et nous accompagnons des entrepreneurs et des porteurs de projets à impact au sein de nos murs à faire grandir leurs idées et voilà, créer des projets positifs. Donc, avant de commencer, quelques petites informations. Nous sommes en live sur Facebook. Donc voilà, ça sera retransmis sur la page Facebook du Quai. Pour information, ce sera en mode intervenant. Donc, si vous avez votre caméra allumée mais que vous n'intervenez pas, a priori, ne vous verra pas. Pardon. Voilà, donc si vous voulez mettre votre vidéo, c'est plus sympa. On peut vous voir et on va pouvoir échanger pendant la soirée. Pour la gestion des questions, vous pouvez utiliser l'option converser de Zoom et vous pourrez, pendant la présentation d'Anne-Sophie et Jennifer, poser vos questions et il y aura des temps qui seront dédiés pour, si besoin, si vous avez des questions, y répondre et échanger. Voilà, il est 19h03, donc je propose qu'on commence. Je vais laisser la parole à Anne-Sophie et Jennifer pour cette soirée. Alors bonsoir à tous. Merci Lila de l'organisation de cette soirée et bien sûr au Quai des Possibles de nous donner cette plateforme pour partager avec vous tous notre passion, Anne-Sophie et moi-même, sur le microbiote. En fait, je pense que si vous êtes avec nous ce soir, c'est que le sujet vous intrigue et que vous voulez en savoir un peu plus. Et j'espère que ça sera le cas. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les envoyer tout au long de cette présentation. Anne-Sophie va nous apporter des éclairages scientifiques et techniques. Et pour ma part, je vais vous apporter des clés gourmandes pour entretenir votre microbiote, anciennement appelé flore intestinale. Alors, moi, je vais juste me présenter un petit peu. Je suis Jennifer Tabary, je suis passionnée de voyage, de culture, de cuisine. Et j'ai toujours cette curiosité, toujours eu cette curiosité autour de la santé et de la nutrition et comment mieux manger pour se sentir au top. Je suis professionnelle de l'hôtellerie et de la restauration de luxe et la partie qui m'a toujours un peu fascinée, ça a été la partie de la transmission, l'importance de la transmission et de la formation. Et aujourd'hui, j'ai un projet professionnel, un nouveau challenge. Donc, j'ai créé une entreprise, comme Lila l'a mentionné, Les Pots qui chantent. Alors, les pots qui chantent, c'est effectivement des légumes marinés, super boostés et très, très bons pour la santé, mais ils sont lacto-fermentés et on va en parler tout à l'heure. Donc, je pense que maintenant, je passe la parole à Anne-Sophie. Alors, bonjour à tous. Moi, je suis Anne-Sophie Defour. Je suis la créatrice d'Eat Smart. Je suis pharmacien. Je suis diplômée en nutrition et micronutrition santé durable au Scientific Institute for Intelligent Nutrition. Je suis passionnée par le lien, tu l'as un peu dit, mais on est toutes les deux, je crois, passionnées par le lien entre alimentation et santé. Alors, pas seulement la nôtre de santé, mais aussi celle de la planète. Et je trouve que ce lien, il a pris au fil des derniers mois ou de la dernière année, vraiment particulièrement tout son sens. Et je voulais dire merci à Lila et OK de nous donner à toutes les deux l'occasion d'intervenir sur ce sujet qui nous tient vraiment à cœur. Alors, Eat Smart, c'est juste deux petits mots, une méthode d'accompagnement personnalisée
qui est fondée sur la science, parce que moi je suis pharmacien, c'est quelque chose de très important pour moi d'avoir un peu cette evidence-based medicine, c'est ma culture et c'est ce en quoi je crois, surtout quand on parle de santé. La méthode, elle est aussi inspirée de l'alimentation méditerranéenne crétoise et l'idée, c'est d'apprendre à manger intelligemment en fonction de sa génétique, son métabolisme, son mode de vie, ses goûts, pour vieillir le plus longtemps possible en bonne santé. Donc, je vais travailler avec la nutrition, évidemment, l'alimentation, et la micronutrition sur tous les déséquilibres, tous les petits déséquilibres de l'organisme avant qu'ils se transforment en une maladie. Et alors, pourquoi le sujet du microbiote aujourd'hui? En fait, au fil de mes formations, en fait, je me suis aperçue plus ça allait, plus à chaque fois le microbiote, chaque fois qu'on parlait de déséquilibre du microbiote, derrière, il y avait un lien avec toutes les maladies qu'on appelle les maladies de civilisation aujourd'hui, c'est-à-dire les maladies non transmissibles, donc que ce soit l'Alzheimer, le surpoids, l'obésité, Parkinson, le diabète de type 2, toutes les maladies cardiovasculaires, la dépression et même certains types de cancers. Et à chaque fois, ce lien, à chaque fois, on revient au microbiote, en fait. Et je trouve ça de plus en plus. Et on a de plus en plus d'études aussi qui prouvent que le microbiote est en lien et à l'origine d'un certain nombre ou de la plupart, voire même probablement toutes ces maladies. Et à chaque fois que moi, j'accompagne une personne, en fait, quel que soit l'objectif, même quand elle veut juste, entre guillemets, perdre du poids, je regarde toujours du côté du microbiote et à chaque fois, on a des surprises. Et ce soir, en fait, on aimerait toutes les deux vous faire découvrir le microbiote. Alors, de deux façons. La première, c'est un peu l'idée de découvrir le microbiote et d'approfondir les connaissances sur le microbiote en tant que tel, ce que c'est, et vous expliquer toutes les deux un peu comment on peut améliorer sa santé, son bien-être par le microbiote. Alors moi, je ne vais pas avoir accès à vos réponses. On aurait aimé être avec vous, ok, et malheureusement, on ne peut pas. Et du coup, je me suis dit qu'on pouvait le faire sous forme d'un petit quiz. C'est plus sympa de pouvoir interagir avec vous. Et donc, Lila verra vos réponses dans les petits commentaires et puis elle me fera un retour. L'idée, voilà, il n'y a pas de bonne, de mauvaise réponse. L'idée, c'est de partager et d'être ensemble. Et, voilà. Et on va essayer de prendre peut-être un ou deux petits moments pour les questions. On gardera du temps à la fin. On a prévu du temps à la fin pour les questions. Et puis, si vraiment il y en a qu'on ne peut pas traiter, on mettra nos coordonnées à la fin. Donc, voilà, on espère que vous allez apprendre plein de choses. Alors, peut-être qu'on peut faire, dans un premier temps, peut-être qu'on peut juste en fait tout simplement rappeler ce que c'est que le microbiote. Donc, par définition, c'est un ensemble de micro-organismes, donc bactéries, virus, champignons, parasites, etc., qui habitent à l'intérieur d'un écosystème. Et donc, on peut parler de microbiote pour tous les écosystèmes, que ce soit le sol, les océans, le corps humain. Après, par abus de langage, tu l'as un peu dit tout à l'heure, en fait, quand on parle de microbiote, on parle de flore intestinale, donc de microbiote intestinal, parce qu'en fait, 95% des bactéries qui nous habitent sont logées dans l'intestin, mais après, on va voir qu'il y a d'autres bactéries ailleurs que dans notre intestin. Et ces bactéries du microbiote intestinal, en fait, elles appartiennent à notre écosystème intestinal. J'avais juste une question parce que de temps en temps, on parle de microbiote et des fois microbiome. Alors, le microbiome, c'est plus, on va y arriver tout à l'heure, les gènes, en fait, de notre microbiote. Donc, la flore, c'est principalement donc, des bactéries. Et c'est assez impressionnant, en fait, parce que moi, j'ai du mal à voir quelle quantité ça peut représenter. 100 à 100 000 milliards de bactéries, 10 puissance 12 et 10 puissance 14 bactéries, c'est quand même considérable. C'est assez compliqué de se rendre compte en termes de quantité, mais c'est énorme. Ça veut dire que ça fait juste 10 fois plus que toutes les cellules qu'on a dans notre corps et 100 à 150 fois plus que nos gènes. Donc, en fait, on peut dire qu'on a un deuxième génome qui n'est pas humain et qui pourtant nous habite. Et toutes ces bactéries, en fait, elles sont organisées autour de 3 grandes familles ou de phyla qui sont les firmicutes, les bactéroïdètes. Ça va être les seuls noms scientifiques que je vais donner, c'est promis. Firmicutes, bactéroïdètes et actinobactéries. Et en tout, ça fait, tout le monde n'est pas d'accord selon la façon dont on classe les espèces, on va dire au moins 160 espèces. Et chaque individu n'aura pas tous ces types. On va sélectionner chacun un certain nombre d'espèces, peut-être une petite dizaine. Et en fait, on vit en symbiose avec ce microbiote. Donc, c'est un peu notre meilleur ami pour la vie. Et on a un pacte quelque part avec lui. Il nous rend service, on lui rend service. Si on est sympa avec lui, ben, voilà, on va être plutôt en bonne santé. Et si on est moins sympa et qu'on ne le nourrit pas bien, ça va être plus compliqué. Ouais, il faut le nourrir. Voilà. Ça, cette notion il faut le nourrir, c'est important. Et ça, c'est un truc, peut-être un message pour aujourd'hui. C'est notre ami pour la vie et c'est hyper important de le nourrir et de bien le nourrir. Et on va voir comment on le nourrit bien. Et si on vit en harmonie avec lui, on parle de biose.
alors on va avoir une flore en bonne santé qui va ne pas laisser s'implanter les mauvaises bactéries et ça va nous protéger contre un très grand nombre de maladies. Et à l'inverse, si on est en déséquilibre du microbiote, on parle de dysbiose qui peut être temporaire comme après un traitement antibiotique et qui peut être plus longue dans certains cas. Et donc, quand on est en dysbiose, en fait, c'est la porte ouverte à beaucoup de ces maladies chroniques dont on a parlé tout à l'heure. Peut-être juste un petit mot, effectivement, sur l'effet tout simplement déjà de ce traitement ou de traitement antibiotique oui. sur notre microbiote ou en tout cas la flore intestinale. Oui, là, en fait, dès qu'on va prendre un antibiotique, on va déséquilibrer la flore et cette flore, au bout d'un certain temps, elle va se rééquilibrer, elle va revenir à la normale, mais il y a des cas où, en fait, quand on prend des traitements antibiotiques trop lourds et sur des trop longues périodes, où il y a certaines bactéries qui ne vont plus, malheureusement, recoloniser notre microbiote. Alors, il y a des cas où, bien évidemment, on ne peut pas se passer d'un antibiotique, mais c'est vrai, quand on dit les enfants, on a beaucoup entendu les antibiotiques, ce n'est pas automatique. Ben, oui, effectivement, quand on peut s'en passer, c'est mieux. Et quand on peut éviter d'en donner trop tôt, on le verra après, mais quand on peut éviter d'en donner trop tôt dans la vie d'un enfant, c'est quand même mieux. Alors, la première question, ça va être à toi de jouer, Lila, et à vous, avec vos commentaires. C'est pas un test. C'est pas, voilà, quel est le poids approximatif du microbiote intestinal? Vous pouvez répondre 1, 2 ou 3 dans le chat. Tu peux jouer, Lila. Alors là, il y a 2, 3, 3, 3, 3. Moi, je dirais 3, maximum de 3. Il y a plutôt il y a une majorité de 3. Je pense 3. 2, il y a une personne qui dit 2,5. 2,5, c'est pas mal. On accepte. Alors, toutes les personnes qui ont pris 4 à 5 kilos pendant le confinement et qui disent c'est la faute de mon microbiote, eh ben, en fait, ce n'est pas tout à fait ça, parce que c'est 1 à 2 kilos. Mais c'est déjà pas mal, à 2 kilos, voilà, ça fait 2 bouteilles de Badois ou 2 bouteilles d'Épar, c'est quand même assez lourd. Donc, en fait, le microbiote, il va s'implanter au fur et à mesure. Et pour représenter en fait jusqu'à à peu près 2 kilos à l'âge adulte. Donc c'est quand même pas mal. Et comment il s'implante en fait ce microbiote? Alors, il y a certaines théories qui sont un peu remises en question aujourd'hui, mais on part du principe que in utero, donc à l'intérieur du ventre de la maman, le fœtus n'a pas de bactéries, pas de microbiote dans son tube digestif. Donc le tube digestif est stérile à la naissance et que l'implantation va se faire par contamination au moment de l'accouchement. Alors, soit par voie basse, le premier contact avec, forcément, quand on passe par les voies basses, le vagin de la maman, puis les mains des sages-femmes, puis la peau de la maman, et tout l'environnement autour, le sein, la tétine. Et quand le bébé va être né par césarienne, pour le coup, ça va plus être les mains des sages-femmes ou du médecin, puis la peau de la maman quand il est mis en contact, et tout ce qui tourne autour effectivement de l'environnement du bébé, puis la tétine, le sein, etc. Et ce microbiote, il va évoluer au fur et à mesure. Déjà, dès les premières semaines, il va y avoir des milliers de bactéries. Puis au fur et à mesure, il va évoluer jusqu'à l'âge de 3 ans où il va devenir définitif. Et les proportions, en fait, des 3 types de bactéries principales qu'on a vues tout à l'heure vont évoluer au cours de la vie, mais globalement, ces 3 types de bactéries vont rester les plus présentes. Et en vieillissant, en fait, le microbiote va perdre de sa diversité, pas forcément en quantité, mais en diversité, et c'est ce qui rend les personnes âgées en fait plus fragiles. Parce qu'elles ont un microbiote. Moins le microbiote est diversifié, plus on est fragile. Voilà. Et en fait, il y a beaucoup de facteurs, donc on a vu au niveau de l'accouchement, il y a beaucoup de facteurs qui vont influencer la mise en place d'un microbiote plus ou moins on va dire plus ou moins bon microbiote ou microbiote de qualité ou de moins bonne qualité. L'allaitement maternel va jouer beaucoup parce que dans le lait maternel, dans les premières semaines, il va y avoir des bactéries, des bonnes bactéries qui vont protéger contre différentes affections à venir qui pourraient arriver plus tard, un peu comme l'eczéma, par exemple, les allergies cutanées, alimentaires, respiratoires, diabète, l'obésité, voilà, tout ça. Donc tout ça, ce sont des bonnes bactéries. C'est des bonnes bactéries, voilà. Alors, si on ne peut pas ou qu'on ne souhaite pas allaiter son bébé, depuis 2016, certains laits maternisés contiennent ces bactéries. Donc ça, moi, je n'ai pas eu le bonheur d'en bénéficier pour mes enfants. Parce que comme j'ai eu des jumeaux, j'ai eu du mal avec la fatigue à allaiter les deux. Et j'aurais bien aimé avoir accès à ces laits maternisés enrichis en bactéries. Je pense qu'ils sont des bactéries, c'est plutôt des probiotiques, c'est ça qui sont rajoutés. Oui, c'est ça, exactement. Ils rajoutent des souches particulières probiotiques qu'on sait
protectrice pour ces maladies futures qui pourraient effectivement arriver. Voilà. Et alors, la diversification alimentaire va jouer un rôle aussi entre 4 et 6 mois. On va introduire petit à petit un certain nombre d'aliments qui vont forcer voilà. C'est bien. Le microbiote. Le développement gustatif aussi. Exactement. Et olfactif. Et on parlait d'antibiotiques tout à l'heure. Effectivement, antibio, on peut dire anti-vie. Et quel que soit l'antibiotique qu'on va donner, en fait, on va réduire la quantité et la répartition des espèces au bout de quelques heures ou de quelques jours d'antibiotiques. Et à l'arrêt du traitement, il va y avoir un retour progressif, mais ça va être intéressant de réensemencer la flore après un antibiotique. Je pense que ça prend à peu près 2 à 3 mois. Et ça prend à peu près 2 à 3 mois, exactement. Une flore complètement. Et on dit souvent qu'après un gros traitement antibiotique, on a plus de mal à tolérer, à digérer le lait, les produits laitiers, parce que le microbiote est déséquilibré. Et en fait, il y a des études aussi qui montrent que trop de traitements antibiotiques dans les premières années, tout de suite après la naissance d'un enfant, malheureusement parfois, encore une fois, on n'a pas le choix, mais ont un impact et des effets à long terme, parfois plusieurs dizaines d'années après, sur ce qui est obésité, diabète et les allergies, qu'elles soient alimentaires ou pas. Et alors, du coup, en fait, on a tous un microbiote complètement unique. Même si on a ces 3 familles et qu'on se ressemble pour, on va dire, un tiers du microbiote, les 2 tiers sont vraiment spécifiques à chaque individu. Un peu comme on a une empreinte génétique, en fait, on a une empreinte, une signature bactérienne personnelle. Et on sait aujourd'hui, ça a été démontré par pas mal d'études, qu'on a un microbiote du centenaire. On parle beaucoup des îles d'Okinawa au Japon. Alors, effectivement, il y a plein de facteurs qui rentrent en ligne de compte pour développer ce microbiote du centenaire. Mais on sait qu'aujourd'hui, les centenaires ont un certain type de microbiote. On a pu le cartographier. Et au même titre, en fait, il existe un microbiote de la personne obèse ou alors de la personne diabétique. Et c'est pour ça qu'on peut parler de cette empreinte qui est vraiment qui est liée à notre environnement. Oui. Donc là, si tu peux peut-être un peu expliquer cette partie-là, il y a vraiment, on est affecté par cet environnement. Ça commence dès l'enfance, en fait. Effectivement, l'environnement a un impact. Un enfant qui est élevé dans une famille plutôt en milieu rural ou plutôt en ville n'aura pas le même microbiote selon la culture, selon l'environnement de vie, le pays, le continent et l'alimentation. C'est la culture gastronomique qui peut... Oui. Tout ça, ça a beaucoup d'influence sur le microbiote. Et si on revient sur, par exemple, notre microbiote du centenaire ou de la personne obèse ou diabétique, on sait que dans le microbiote d'une personne qui est obèse, il manque un type particulier de bactérie. Alors, allez, je vais donner un deuxième nom scientifique, Akkermansia mucinifila. Voilà, cette bactérie, elle est très peu présente dans le microbiote de la personne obèse. Et en fait, elle protégerait de l'obésité. Il y a des expériences qui ont été faites il y a quelques années sur des souris, en fait. Il y a certaines souris qui n'ont pas de microbiote. Et quand on implante le microbiote de souris obèses, dans ces souris, à l'intérieur de ces souris qui sont dépourvues de microbiote, en fait, les souris qui à la base n'avaient pas de microbiote vont devenir obèses. Et en fait, ça a été tout le début, en fait. Vraiment un inversement. Voilà. Et à l'inverse, exactement. Oui. Et à l'inverse, on peut revenir en arrière. Alors, et en fait, ça a été le début, en fait, de tous ces travaux qui ont essayé de démontrer le lien entre la genèse de l'obésité et une dysfonction du microbiote pour la souris. Une deuxième petite question, Lila aux manettes. Alors, où trouve-t-on la plupart des bactéries de notre microbiote? Donc, numéro 1, dans la circulation sanguine. Numéro 2, à l'intérieur des organes. Numéro 3, sur la peau et dans le tube digestif. On vous laisse quelques minutes. Alors, il y a 3. Beaucoup qui disent 3. Effectivement, c'est la bonne réponse. En fait. La plupart des bactéries, on l'a dit tout à l'heure, en fait, 95% des bactéries, c'est dans le tube digestif. Et la peau aussi. Pourquoi la peau? Parce qu'en fait, c'est un organe qui est, qui est extrêmement grand. Et en contact. Et en contact permanent. Alors justement, tu as raison de le dire, parce qu'en fait, on parle de microbiote. On les trouve en fait à tous les endroits où on va être en contact avec l'environnement extérieur. Donc, tout ce qui est en fait au niveau du nez, de la bouche, de la peau, des poumons, tout ce qui est digestif et du vagin pour les femmes. Tout ce qui est vraiment en contact, tout ce qui est une muqueuse en fait, et tout ce qui est en contact avec... Alors avec l'année qu'on vient de passer, effectivement, on peut avoir peur des bactéries, mais là, on est en train de comprendre qu'il faut aimer les bactéries. Exactement, et que notre microbiote, c'est un peu notre ami pour la vie. Et au niveau de l'intestin, donc qui est
le type digestif, on va dire, qui est l'endroit où il y a le plus de bactéries. On va avoir assez peu de bactéries au niveau de l'estomac. C'est quand même un milieu qui est hyper acide. Il va falloir des bactéries qui sont capables de vivre en aérobie, donc dans l'air, mais qui aussi sont capables de résister à l'acide de l'estomac. Et plus on va descendre, en fait, plus on va avoir un nombre important de bactéries, mais elles, en revanche, elles vivront totalement dépourvues d'oxygène. On peut aussi parler de bactéries qui sont pathogènes. En fait, il y en a qui sont vraiment pas bonnes pour nous. Oui. Mais là, on voit qu'il y a vraiment cette différence de bactéries qui sont pas bonnes et d'autres qui sont vraiment utiles au fonctionnement de notre système. C'est toute cette histoire d'équilibre ou de déséquilibre du microbiote. Alors, dernière petite question. Alors là, je vous aide, il y a plusieurs réponses possibles. Donc, les principales fonctions du microbiote intestinal. Plusieurs réponses. Donc la 1, fabriquer des vitamines. 2, digérer certains aliments. 3, protéger le tube digestif contre les bactéries ennemies, les virus. Et 4, réguler l'appétit et le stockage des graisses. Alors. C'est une grande découverte en partie pour moi. Oui, c'est vrai. Tiens, Lila, tu dirais quoi, toi? Bah, c'est tentant de... J'aurais dit un peu tout, en fait. Enfin, j'aurais plutôt dit, ouais, plutôt 3 et 4, mais peut-être même la 1. Fabriquer des vitamines. Alors là, il y a 3, 4, 2, 3, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2. Eh bien, la bonne réponse, c'est un peu tout, effectivement, tu avais raison. C'est les quatre réponses. En fait, le microbiote, il faut voir ça, il faut comprendre que c'est un organe, alors un organe extra-humain, on a vu, mais un organe quand même. Et en fait, c'est un organe à part entière et un peu particulier qui va contrôler nos propres organes. C'est un peu fou quand on y pense et quand on le dit, qui va contrôler nos organes à distance et qui va parler avec nos cellules. Et il va interagir notamment avec le foie. Il y a pas mal de maladies du foie qui sont liées à un déséquilibre du microbiote. Aujourd'hui, on entend beaucoup parler de maladies du foie gras ou de maladies du soda. Il y a un vrai lien avec le microbiote. Au niveau de la peau, on va avoir un lien aussi entre le microbiote de la peau. Alors, tous ces microbiotes, ce que je n'ai peut-être pas dit, c'est que tous ces microbiotes, ils sont dans des endroits différents. Leur population bactérienne est un petit peu différente, mais pas tellement, et ils se parlent entre eux. Et donc, il va y avoir des communications entre le microbiote de la peau et le microbiote intestinal. Et là, on rentre dans tout ce qui est maladie de peau, dermatite atopique, eczéma, etc. C'est la même chose pour les poumons, les bronches, avec le lien avec la maladie asthmatique. Et quand on accompagne des personnes qui font de l'asthme sur le long terme, on s'occupe toujours du microbiote et du tube digestif, de la paroi du tube digestif aussi. Et au niveau du cerveau, moi, c'est le truc le plus fou, peut-être que je crois que j'ai appris dans mes études, c'est que en fait, le cerveau et le microbiote se parlent, conversent entre eux. Voilà. Et ça, je trouve ça vraiment dingue. J'ai beau le dire et le répéter souvent, pour moi, c'est complètement dingue. Et en fait, le cerveau détermine notre état émotionnel par les conversations qu'il a avec l'intestin. C'est l'intestin plutôt qui détermine notre état émotionnel. C'est le deuxième cerveau. Mais, oui, mais ça marche dans les deux sens, en fait, figure-toi. Ah oui. Et en fait, comme le microbiote, du coup, est impliqué, a un énorme rôle à jouer dans la prévention des troubles de l'humeur, de la dépression et le stress. Et en fait, quand le microbiote est en déséquilibre, en fait, il va envoyer on va avoir une très mauvaise, on va être beaucoup moins capable de gérer notre stress. Et à l'inverse, quand on est stressé, on va entraîner des déséquilibres ça va entraîner des déséquilibres du microbiote. Oui, donc les conversations se font dans les deux sens, en fait. Et au final, notre microbiote, c'est un peu un super-héros qui a des tas de pouvoirs magiques, un peu comme ce petit loulou là avec sa petite cape. Et il va contrôler nos organes, parler à nos cellules, et il va être impliqué il va avoir tout un tas de fonctions. Alors la liste qui est là, elle n'est pas du tout... exhaustive. Il y a encore beaucoup de choses qu'on ne sait pas et je pense qu'on est vraiment très très loin de tout savoir. Ça fait qu'une dizaine d'années en fait qu'on s'intéresse vraiment et qu'on commence vraiment à regarder le microbiote de très près. Donc c'est un peu ce qu'on connaît à aujourd'hui. Et encore, j'ai pas tout mis, mais je pense qu'on pourrait y passer la journée. Mais on voit déjà qu'il y a une grande partie des fonctions qui sont très, très intéressantes et qu'on commence à comprendre assez clairement. Il y en a une qui est très surprenante, c'est qu'en fait, il agit sur la synthèse de la vitamine K et de la vitamine B12, ce qui est assez surprenant. Alors, c'est effectivement une des fonctions. Alors, ce n'est pas une grande partie, mais il participe à la synthèse de la vitamine K et un petit peu de la B12.
Et la vitamine K, il y a 3 types de vitamine K. Il y a celle qui vient la K1 qui vient des légumes verts, on va dire. Oui. La K2 qui est synthétisée par les bactéries. Alors, soit les bactéries de notre microbiote, soit on peut aussi prendre de la vitamine K2 qui est issue en termes de compléments alimentaires et qui est issue de fermentation bactérienne. Voilà. Effectivement. C'est intéressant. Ouais. Et donc, effectivement, ça intervient dans la synthèse de ces deux vitamines. Il intervient aussi dans la digestion parce qu'on n'est pas équipé d'enzymes pour digérer toutes les fibres. Tu vas probablement peut-être en parler tout à l'heure, mais on n'est pas équipé pour dégrader toutes les fibres contenues dans les végétaux. Et en fait, ces fibres qui vont être non digérées par notre intestin vont être digérées par le microbiote, lui servir de nourriture, lui permettre de produire de l'énergie et de produire des molécules qui vont protéger nos intestins, notamment. Et donc, il va y avoir cet effet sur la digestion. La digestion du lactose, par exemple, aussi est très, très dépendante de la qualité du microbiote. Plein de personnes qui ne digèrent pas le lactose ont en fait un déséquilibre du microbiote et parfois la paroi intestinale qui est un petit peu fragile aussi. Le microbiote va aussi avoir une influence sur notre capacité à assimiler le fer. Il y a beaucoup de femmes qui sont en déficit de fer. Et quand on regarde de très près, quand on regarde du côté du microbiote et de la paroi intestinale, en fait, voilà, il y a c'est intéressant, ça. Il y a vraiment un vrai lien. Et on a beau donner du fer, et il ne se passe rien. Il n'est pas assimilé. Effectivement, il n'est pas assimilé. Il va y avoir donc là, les vitamines, on en a parlé. Il y a aussi toute cette activité, mais alors celle-là, c'est peut-être celle qui est la plus connue, de rôle de barrière de défense, donc de barrière physique. Effectivement, les bonnes bactéries, elles sont là pour occuper le terrain, elles sont déployées un peu partout et elles vont empêcher les mauvaises bactéries, donc les bactéries pathogènes, d'adhérer aux parois, de rester et de coloniser le tube digestif notamment. Toute cette partie qui a été très, très, très discutée pendant la dernière année, là, autour de l'immunité et de l'éducation des cellules immunitaires. Voilà, moi, je crois que ça en est de plus en plus d'études dans l'actualité. Il y a de plus en plus d'études. Il y en a beaucoup qui ont été faites à cause du Covid. Et en fait, il faut savoir que 70% des cellules immunitaires sont hébergées par l'intestin. Il va participer à l'éducation de toutes les cellules de notre immunité. Il va leur apprendre à reconnaître ce qui m'appartient moi, ce qui appartient à toi, et parmi ce qui est étranger, ce qu'on doit tolérer ou ce contre quoi, au contraire, on doit se battre. Et il y a des études qui ont montré, en fait, toujours sur des souris, que si on prend les mêmes souris qui n'ont pas de microbiote que tout à l'heure, les pauvres, en fait, leur système immunitaire ne peut pas se développer correctement. Ah, ils n'ont pas mangé assez de fromage. Voilà, exactement. Donc, si tu n'as pas un microbiote en bonne santé, déjà ton système immunitaire se développe. active. Donc, notre propre microbiote va éduquer notre système immunitaire. Après, il y a encore des rôles complètement dingues sur la régulation de l'appétit, du poids, le stockage des graisses. Notre microbiote va parler à nos cellules graisseuses et en fait, un microbiote qui n'est pas en bonne santé, qui n'est pas en équilibre, va participer à la prise de poids. Oui, parce qu'il va y avoir à stocker. Il va envoyer des messages, des signaux de stockage des graisses. Et puis, ça va participer à une moins bonne régulation de l'appétit et ça va aussi contribuer à augmenter ce qu'on appelle le poids de consigne, c'est-à-dire ton poids normal, à la hausse. Donc, ça, c'est aussi quelque chose qui est un peu fou. Quelque part, il est un peu en état de stress. Et donc, oui, il y a aussi ça qui intervient. Et puis, il y a une histoire d'inflammation aussi qui va faire que plus il va y avoir d'inflammation, plus il va y avoir de stockage de graisse. Et en fait, quand je disais tout à l'heure que même quand une personne veut perdre du poids, je regarde le microbiote, c'est que souvent, on est très surpris et ça fait partie des causes de résistance à la perte de poids en dehors de la thyroïde, etc. On regarde beaucoup le microbiote. Ouais. On a parlé évidemment tout à l'heure de l'anxiété, de la dépression, du stress. En fait, on peut considérer que notre bonheur est un peu géré par le microbiote et qu'un déséquilibre du microbiote peut rendre malheureux. Et une dernière fonction ici, mais encore une fois, il y en a plein d'autres, mais on pourrait vraiment y passer la journée. Moi, ça me passionne, mais je crois qu'on n'a pas la journée. On est très passionnés. C'est l'histoire de la détox, en fait. Quand on parle de détox, tout le monde parle du foie. Oui. Et en fait, encore une fois, le microbiote et l'intestin, en tout cas, c'est un peu le héros oublié de la détox, notamment parce que c'est le premier qui va passer tous les médicaments, entre autres, mais voilà, mais pas que. Donc,
En En fait, gros, il y a vraiment cette importance de l'entretenir, oui, de le exactement. C'est nourrir, exactement ça. mais après on parlera de Ouais, la qualité oui, aussi des choses qu'on peut oui, consommer, exactement. parce que tout ça passe d'abord par le ventre, Mm, l'estomac qui doit digérer, et que tu en as parlé avec des sucres digestifs qui mm, sont assez forts, et que finalement détruisent une bonne partie de ces ouais. bactéries. Donc, il faut en avoir beaucoup, il faut avoir une grande variété pour assurer que ce qui arrive dans Ouais. l'intestin soit Il doit y en avoir bonne un forme. équilibre, effectivement, dans les variétés, et il doit y avoir la quantité. Donc, comment, en Mm. fait, en gros, on l'a compris, hein, il Oui. faut vraiment l'entretenir, notre microbiote, et comment on Mm. fait. Ça démarre dès la naissance, en fait, on l'a vu, on a vu l'impact de l'environnement, on a parlé Tout à des fait. médicaments, des antibiotiques, on a parlé du stress. Évidemment, le sommeil, j'en ai pas trop parlé, mais alors, plus on est en dette de sommeil et plus on déséquilibre son microbiote. On pourrait parler de l'importance du mode de vie, donc la gestion du stress en fait partie, l'activité physique, la sédentarité a un impact énorme aussi sur l'équilibre du déséquilibre plutôt du microbiote, et évidemment l'alimentation. Mais alors, comment on fait pour l'entretenir? Vraiment, pour Alors, l'entretenir. le premier conseil pour entretenir ton microbiote, c'est l'alimentation, c'est le truc le plus facile. Et là, on rentre dans les notions. Alors, je vais juste dévoiler un tout petit peu, et puis après, t'inquiète, je ne parlerai pas des légumes super On boostés. peut. Non, juste pour faire, parce qu'en fait, la plupart des gens connaissent les probiotiques au moins de nom, et assez peu les prébiotiques. Et en fait, les deux sont importants. Donc, pour faire très court, les probiotiques sont des bactéries vivantes. Alors, tout le monde connaît les compléments alimentaires probiotiques. Oui. On en parle partout, il y en a plein à la télé. Ça peut avoir un intérêt, notamment après un traitement antibiotique, pour équilibrer une flore, etc. Mais en fait, des probiotiques, on en a tous dans notre alimentation tous les jours, qui sont un peu différents selon les cultures Tout à fait. et les modes d'alimentation. Mais en fait, On oublie on qu'on en en a mange déjà. plein. Voilà. Alors, je te laisserai les nommer ou les Vas-y. citer tout à l'heure, mais juste en mangeant des yaourts ou du fromage, par exemple, qui sont quand même des choses qu'on consomme assez couramment, on mange les probiotiques. On mange les probiotiques tous les jours. Ça, c'est plutôt quand même une bonne nouvelle. Voilà, mais donc quand on parle de variété, là, il y a une bonne liste, mais effectivement, il faut penser à cette variété. Donc, Oui. il y a des souches qui sont présentes dans certains dans aliments certains et pas dans fromages, dans d'autres. certains Voilà. aliments, effectivement, et pas d'autres. Et les probiotiques, pour le coup, en fait, c'est la nourriture. Les prébiotiques, pardon, c'est la prébiotiques, nourriture ouais, des probiotiques. C'est toujours un peu compliqué. Donc, en fait, c'est tous ces fibres et ces sucres que nous, on ne digère pas bien, mais qui vont permettre au microbiote de se nourrir et de produire de l'énergie. Et en fait, ces fibres prébiotiques qui sont présentes dans beaucoup de végétaux, en fait, oui. vont pouvoir favoriser la croissance des bonnes bactéries et renforcer notre microbiote. C'est pas tout, Il y a des en fibres fait, dans voilà, le pain, exactement. il peut y avoir C'est pas des tout fibres. de manger des probiotiques pour avoir une bonne quantité de bactéries. Après, il faut les nourrir correctement. Et là, je crois que le lien, il est tout trouvé avec ta partie à toi, je crois. Alors effectivement, on a compris maintenant qu'il y a des bonnes bactéries, on va voir, on avait un petit peu où on peut les trouver, c'est-à-dire dans notre alimentation déjà, hein, tout le monde consomme un petit peu de fromage, de yaourt, on boit du vin, pour certains de la bière, et on mange du pain tous les jours, donc il y a des levains dans tout ça. Mais on n'a pas parlé beaucoup de la lactofermentation. Mais on a quand même parlé beaucoup des bactéries, et je redonne juste une définition de ces bonnes bactéries qui sont nos amis. Ce sont des micro-organismes vivants que, lorsqu'ils sont ingérés en quantité suffisante, exercent des effets positifs sur la santé, au-delà des effets nutritionnels traditionnels. Alors là, on voit que donc l'OMS et l'Organisation des Nations Unies ont donné une définition, et effectivement, ces micro-organismes, donc ces probiotiques, on va dire, ces bactéries vivantes sont vraiment très très bonnes pour notre santé. Aussi. Oui, voilà. Et donc, on va voir maintenant un petit peu plus sur la lactofermentation. Alors, je pose une question, mais je pense que Lila, je ne sais pas si tu veux voir et me dire si des personnes connaissent déjà. Alors, ma question, c'est est-ce que vous connaissez déjà la lactofermentation et qu'est-ce que ça évoque pour vous?
On va laisser un tout petit peu de temps Oui, à la parce que là, pour le réflexion. coup, c'est un peu plus long que 1, 2 ou 3. De façon générale. Alors, il y a Mathilde qui dit oui, avec la choucroute. D'accord. Ardis qui dit la choucroute. Mathilde, autres légumes lactofermentés. Je consomme du soja lactofermenté. Oui. Il y a Estelle qui dit c'est un mode de conservation des légumes. Mathilde, Voilà. utilisation du sucre pour fabriquer de l'acide lactique. Ah, c'est bien tout ça. Nickel. On a des experts déjà. Il y a des experts. Carrément. Alors, souvent, on me demande, mais lactofermentation, est-ce qu'il y a du lait dedans ou est-ce que ça a à faire avec quelque part du lait ou un produit laitier? Et en fait, non. Je réponds déjà que ce sont tout simplement des bactéries lactiques. Alors, il y a une explication technique de la Oui. bactérie lactique, peut-être que tu Oui, veux. c'est en fait, c'est simplement en fait, des bactéries lactiques, plusieurs types de bactéries, mais globalement, elles sont capables de fermenter les sucres, effectivement, pour produire de l'acide lactique. Voilà. Et peut-être que voilà, l'origine vient du mot acide lactique et du fait qu'on les trouve notamment dans les produits laitiers. Voilà, il y a beaucoup de variétés de ces bactéries qui se retrouvent dans cette grande famille de lactobacilles, c'est ça? Entre autres, mais pas Entre que. autres, pas que. Voilà. Donc, On il n'y a a dit pas qu'on allait plus de... non compliqué. Oui, effectivement, on ne va pas dans les explications scientifiques. Donc, on aura compris qu'il n'y a pas de lait. Ça n'a rien à voir avec du lait. Mais il y a de la fermentation. Et c'est dans cette fermentation, donc qu'est-ce qui se passe? On a parlé un tout petit peu des prébiotiques et des probiotiques, mais l'action de cette lactofermentation, pendant la consommation des sucres qui peut être présent dans ce mélange, il y a les acides lactiques qui se mettent en ébullition et c'est ça qu'on appelle la lactofermentation. Donc, c'est vraiment un état de consommation des mauvaises bactéries. Donc là, pour du coup, il y a un vrai intérêt à faire de la lactofermentation ou utiliser cette méthode de conservation ou de préparation des aliments parce qu'il y a une consommation des mauvaises bactéries qui ensuite laisse place aux bonnes bactéries et on a cet effet qui est vraiment bénéfique pour la santé. Alors maintenant, la deuxième question, c'est, on en a un petit peu parlé, donc Anne-Sophie nous a dévoilé un peu les pré- et les probiotiques, mais est-ce que tout le monde maintenant fait vraiment la différence entre pré et probiotiques? Est-ce que c'est clair pour tout le monde ou est-ce qu'il y a encore des questions? Voilà, je pose la question à l'audience. Alors, Estelle dit que c'est clair. D'accord. Bon, ça... Après, si tu veux, très clair, mais si tu veux redire peut-être je crois que En vous parlez fait, de légumes. Ouais. oui, tout à fait. En fait, dans la lactofermentation, il faut vraiment qu'on comprenne qu'il y a des bénéfices à manger des légumes qui seraient lactofermentés parce qu'il y a une prédigestion de ces fibres, en fait, qui se trouvent dans les légumes et que quand on les consomme, il y a vraiment un effet bénéfique pour cette digestion qui se passe beaucoup plus facilement. On dit toujours que certaines personnes ont des difficultés à manger des légumes crus. Donc, plus il y a des fibres, par exemple un chou cale ou un céleri, enfin, il y a beaucoup de fibres et c'est des fois un peu difficile pour les digérer. Donc, par la méthode de la lactofermentation, il y a une consommation des mauvaises bactéries, mais aussi, on peut dire, un ramollissement de ces fibres qui sont beaucoup plus facilement assimilées par notre digestion. C'est ça, exactement. Il y a une prédigestion qui se passe et ce qui rend tout ce processus de fermentation vraiment bénéfique pour la santé. Alors, il y a aussi autre chose, tu en as parlé à un moment, c'est que ce procédé va booster quelque part, oui, vas-y, va quelque part booster les pouvoirs de ces légumes qui sont lactofermentés
Je reprends mon exemple avec un chou. Alors, un chou vert, cru, qu'on va consommer, va avoir un petit peu moins de vitamines et de minéraux qu'un chou qui aurait été lacto-fermenté. Alors, c'est toujours très surprenant, mais il y a vraiment ce bénéfice. Il y a quelque chose qui se passe pendant la lactofermentation qui vient vraiment booster les qualités déjà présentes dans les légumes. Alors, je vous ai un tout petit peu parlé de la lactofermentation, je vous ai parlé des bénéfices pour la santé, mais il y a quelques procédés à suivre pour faire des légumes lactofermentés. Donc, pour moi, j'appelle ça des légumes marinés, super boostés, extrêmement savoureux et très, très bons pour la santé. Ils sont vraiment très boostés. Alors, comment est-ce qu'on les prépare? Comment est-ce qu'on peut retrouver des bonnes bactéries à l'intérieur de ces pots qu'on pourrait préparer? Alors, je ne vous ai pas mis la recette qui est là parce que finalement, il manque peut-être une petite correction de dernière minute. Donc, je vais juste vous sortir au fur et à mesure quelques ingrédients pour vous faire cette recette assez rapidement parce que je vois qu'il nous reste un petit peu de temps là. Déjà, est-ce que si je pose la question comme ça, est-ce que certains d'entre vous auraient déjà préparé des légumes lactofermentés marinés? Parce que je veux voir si j'ai déjà des experts dans la salle. Moi, non, jamais. Non, jamais. A priori, non. D'accord. Non. Alors, derrière moi, déjà, on voit quelques préparations. Je ne sais pas si vous les voyez tous. Mais en fait, il y a des principes dont je veux vous parler avant de commencer à les préparer. Donc, la lactofermentation ne peut se passer qu'en milieu anaérobique. Donc, anaérobique, ça veut dire, on en a parlé tout à l'heure, voilà, privé d'air. Parce que s'il y a de l'oxygène, ça va venir un peu pourrir ça va vraiment dégrader. Ça va oxyder, donc ça voilà, va et ça va oxyder les légumes et cette préparation. Il y a aussi une notion de temps, parce que dans la préparation, même si c'est très facile, et vous allez voir, c'est très facile de produire, de fabriquer, de préparer des légumes lactofermentés, mais ça demande un petit peu de temps et des conditions de température, en fait, pour garantir que la fermentation se passe. Et ça dépend des légumes que vous allez utiliser et certains ingrédients que vous allez mélanger ensemble. Donc, la première phase de création, en fait, de la lactofermentation, c'est la fermentation pure. Et il y a une ébullition, c'est vraiment extraordinaire de voir cette première phase, et elle peut même créer un petit peu de débordement au niveau de la production de vos pots, mais c'est normal. Donc, il y a vraiment, on voit la vie, on voit quelque chose qui se passe dans le pot. C'est le début de la consommation de ces sucres. On alimente les bonnes bactéries et surtout, il y a les mauvaises bactéries qui vont être complètement consommées et on va dire détruites. Donc, il faut 5 jours, 7 jours, ça va dépendre de la température et des types de légumes que vous allez utiliser. Et ensuite, il y a la partie qui m'intéresse le plus, c'est le développement des saveurs. Alors, développement des saveurs, ça peut prendre 2 semaines, ça peut prendre 3 semaines, ça peut prendre un petit peu plus de temps selon les préparations et la façon dont vous avez coupé ou découpé vos légumes. Mais c'est ça la magie. En fait, c'est ça qui rend le processus très intéressant au niveau des choix des légumes, au niveau de la patience qu'il faut, et un peu veiller un peu dessus. Est-ce qu'il est en ébullition? À quel moment j'arrête la fermentation? Parce que il y a quelque chose dont je vais vous parler maintenant, c'est que cette méthode qui est assez ancestrale, où il y avait vraiment des méthodes de conservation des aliments, où il n'y avait pas de réfrigération,
ça permettait de garder ces légumes ou ces aliments conservés pendant très très longtemps, donc tout un hiver, et même pendant 2 ans, 3 ans pour certains produits, pour certaines salaisons, pour certaines sauces. Mais on peut vraiment laisser développer toutes les saveurs, mais à un moment, on peut les stopper. On peut les stopper quand on les trouve très très bien. Et bien sûr, on utilise à ce moment-là, aujourd'hui, un réfrigérateur qui vient juste stopper cette production bactérienne, cette alimentation. Et là, on peut retrouver quelque chose pendant plusieurs semaines au réfrigérateur et stabilisation en quelque part des saveurs. Donc maintenant, je vais faire un petit peu des allers-retours, si vous me le permettez. J'ai parlé de découpage de légumes. J'ai parlé des pots qu'il faut, donc des pots qui seraient avec une garantie anaérobique. Donc, il faut des petits pots comme ça. Excuse-moi, Jennifer, est-ce que vous pouvez désactiver la présentation? Comme ça, Ah, on bah voit en plus grand le vivement. Ah oui, C'est une bonne idée. Merci. merci. Et donc, effectivement, il y a le découpage, on en a parlé, il y a le découpage, la taille de la découpage des aliments. Et puis, il y a, donc, je répète, parce que peut-être que tout le monde ne l'a pas vu, il y a les types de pots qu'on peut utiliser qui garantissent cette anaérobie. Et puis, dans la recette, qui est tout simplement donc de l'eau, du sel et des légumes, on peut rajouter tout un tas d'épices ou même des choses comme du gingembre ou de l'ail. Mais aujourd'hui, je vais vous faire une recette de choux, donc une choucroute. Alors la choucroute. Mais on est d'accord qu'on prend des légumes bio. Oui, alors ça va faire partie effectivement des choses importantes à connaître et à comprendre pour qu'il y ait la meilleure fermentation et puis surtout des saveurs qui peuvent vraiment se développer. Il n'y a pas que l'importance du bio pour les légumes, mais il y a aussi il y a l'eau qu'on peut utiliser quand on fait certaines préparations en saumure. Donc, on en voit une là derrière. Ça, ce sont des légumes qui sont en saumure. Ce sont des légumes qui ont été découpés. Et la chose que je voulais juste partager avec vous, c'est l'importance de l'eau. Alors, il faut qu'elle soit non chlorée. Alors, de la même façon qu'on peut parler de l'importance du bio, l'eau, il faut qu'elle soit vraiment déchlorée parce que le chlore va inhiber l'effervescence, la création, la fermentation, toute cette ébullition qui va se passer. Alors, comment on fait de l'eau non chlorée? Tout simplement, soit on la fait bouillir et on la laisse retomber à température ambiante, ou sinon, moi je prépare un très grand 2 ou 3 litres d'eau que je laisse à l'air libre. On peut le brasser un tout petit peu et c'est cette action qui fait partir ce gaz. Donc le chlore, c'est du gaz et on peut faire partir la partie du chlore. Les légumes bio, c'est la même chose. Les légumes bio, s'ils sont en très bonne qualité, ou même quand ils sont un tout petit peu flétris, on peut les utiliser parce qu'ils n'ont pas de pesticides. Et donc, on peut comprendre que la qualité des légumes qu'on utilise est importante au niveau de, encore une fois, la capacité à cette fermentation à vraiment être créé et à fonctionner. Si les légumes sont pleins de pesticides ou qui sont déjà vraiment, je ne vais pas dire en mauvaise qualité, mais en tout cas, ils seront moins vivants. Et là, je veux juste dire qu'il est important de nourrir donc, le microbiote. Donc, on revient à la qualité des aliments qu'on consomme. Et c'est important de manger vivant. Donc, il faut manger végétal, de préférence, il faut manger vivant. Et ça fait partie des choses importantes
avant de commencer à faire notre recette. Alors, je vais juste sortir quelques petites choses ici. Je ne sais pas si vous les voyez. Voilà, je ne sais pas si vous voyez. Normalement, oui, vous voyez tous. OK. Donc, ce sont déjà des légumes que j'ai pré-découpés. Donc, pour la recette, j'ai pris du chou vert, j'ai mis des carottes râpées et puis une pomme. Alors, pourquoi on fait en râpé? En fait, ça va plus vite. Et le sel va pouvoir vraiment venir en contact avec les légumes beaucoup plus rapidement que si c'était en cube. Et la partie de la prémastication ou la prédigestion de ces fibres, ça peut passer beaucoup plus facilement avec des légumes qui sont déjà découpés. Alors là, j'ai parlé de saumure, mais la recette de la choucroute, c'est une salaison, enfin, c'est une préparation sèche. Et là, je vais vous montrer un peu ce que ça donne une fois qu'on l'a mélangé. Donc, vous prenez tous vos ingrédients avec un peu de sel et avec les épices que vous voulez utiliser. Moi, j'ai utilisé du carvi et des graines ou des baies de genièvre, on va dire. Et puis, je l'ai bien écrasé. En fait, quand on fait de la choucroute, la partie assez amusante, c'est de malaxer pendant 10-15 minutes. Et on fait ressortir beaucoup d'eau, beaucoup de jus. Et c'est dans cette phase-là, quand on fait remonter tout l'eau, ça va nous permettre de recouvrir avec le produit naturel, le jus naturel des légumes. Une fois qu'on les a bien écrasés, on va pouvoir mettre dans notre petit pot. Donc, je vais faire juste comme ça rapidement. Et ensuite bien écraser pour faire remonter à la surface le liquide qu'il nous faut pour garantir cette anaérobie. Parce que ce n'est pas uniquement nécessaire d'avoir le pot avec une fermeture avec ce petit caoutchouc là, mais il faut vraiment pouvoir avoir un liquide qui remonte vraiment à la surface. Alors, ce n'est pas vraiment idéal parce que je vous inviterai à venir à un autre atelier de cuisine et on pourra faire plusieurs recettes ensemble. Mais là, je vous montre juste qu'il est important de remplir son pot et de bien le placer. Une fois qu'on a fait ça, on a beaucoup de jus qui remonte à la surface, tu vois. Tu n'as pas encore mis d'eau là? Il n'y a pas d'eau parce que dans cette choucroute, on a juste besoin de faire vraiment écraser pour faire sortir l'eau naturelle. Alors là, je mets un poids dessus pour continuer à vraiment m'assurer qu'il n'y ait pas d'air. Et on voit peut-être, je ne sais pas si vous voyez, mais il y a un petit peu de liquide qui remonte à la surface. Donc, il y en a un tout petit peu trop. Si vous en avez un peu trop, je vais juste prendre un autre petit truc. C'est que quand on utilise le chou, on a souvent les peaux un peu extérieures et on peut juste le placer par-dessus et bien l'écraser comme ça. Donc, il n'y a pas de perte. Et on vient un peu appuyer encore une fois pour enlever l'air, voilà, au maximum. Donc, il n'y a plus de bulles d'air dans la préparation et on ferme. Et voilà, vous avez fait votre choucroute et vous attendez maintenant quelques jours. On a mis un peu de sel. Est-ce que tu peux montrer, Jennifer, à la caméra de Anne-Sophie? Parce qu'on a les deux, mais tu peux… Voilà, merci. Et on a mis du sel dedans? J'ai mis du sel. Ouais, il y a eu du sel, il y a du chou râpé, de la carotte râpée, de la pomme râpée. Je pense que ce qu'on pourra faire, c'est vous envoyer la recette un petit peu plus tard. Mais voilà. Et donc après, j'attends… je le laisse à l'air libre, donc entre 17 et 21 degrés. Donc ça, c'est la température idéale pour faire démarrer cette fermentation. Et ensuite, je peux goûter. Alors, je peux ouvrir. Il y aura un tout petit peu d'air qui va rentrer. Je peux écraser. Et si je trouve qu'il y a
n'y a pas assez de liquide, je peux en rajouter, mais toujours de l'eau non chlorée et un peu salée si on veut. Mais l'objectif, c'est de goûter, parce qu'il y aura un développement des saveurs. Si c'est trop salé, on peut le diluer un tout petit peu. Mais je vous invite à le goûter, je vous invite à tester et je vous invite à même ajouter d'autres herbes et d'autres ingrédients. Et une fois qu'on a goûté, on doit refaire le vide entre guillemets d'air. Il faut juste voilà, tout à fait. Il faut le réécraser et puis le refermer et puis se dire ok, je vais attendre encore quelques jours. Et vraiment, si je veux un développement des saveurs, j'attends comme ça donc un pot de cette taille-là. Oui. Je peux attendre 3 jours, 5 jours, mais des gros pots comme celui-là, et je peux attendre jusqu'à 10 jours, des fois 15 jours. Donc, je teste, j'ouvre et je vérifie un petit peu ce qui se passe. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous montrer? Juste 3 choses. Quand on est en phase de test et de création, on oublie d'écrire nos recettes, donc il faut écrire. Donc, vous allez faire un test, vous allez dire « Ah, c'est super » et après, on a oublié. On oublie le temps, on oublie la date. Donc, toujours avoir une petite étiquette et des marqueurs, vraiment des marqueurs indélébiles. Parce qu'il y a une chose qui va se passer, et c'est pour ça que mon entreprise s'appelle Les Pots qui chantent. Il y a un truc extraordinaire qui va se passer, c'est que pendant la phase de fermentation, ça va faire du bruit, ça va chanter. Les pots, ils chantent, ils font psst, psst. Et donc, vous tirez la languette ici à l'extérieur pour faire sortir l'air au fur et à mesure que la fermentation se passe. Donc, je vous invite à mettre une petite assiette en dessous pour ne pas ruiner votre comptoir et puis attendre que ça se passe. Et puis, de temps en temps, vous passez et vous faites chanter le pot. Vous tirez sur la petite languette et ça fait psst. Et si vous ne le faites pas, ce n'est pas grave, il va chanter tout seul. Merci Jennifer. Alors, il est 19h58, donc voilà, ces informations, en tout cas, c'était passionnant, donc merci beaucoup. S'il y a des personnes qui ont des questions et que vous pouvez rester un tout petit peu, peut-être qu'on peut voir si voilà, vous pouvez répondre à une ou deux questions. S'il y a une personne qui veut prendre la parole là pour poser une question à l'oral, peut-être à Jennifer ou Anne-Sophie. Et puis sinon, vous pouvez mettre vos questions et je vous les enverrai, on renverra dans le mail après l'événement sinon. Peut-être on peut mettre nos coordonnées si jamais. Oui, vous pouvez mettre vos coordonnées dans le chat et on les remettra dans le mail aussi après l'événement. C'est l'autre juste celui-là. Mais voilà, si quelqu'un a une question, veut poser une question à l'oral, en tout cas, n'hésitez pas. Je sais qu'il y avait une personne qui demandait eau de source ou eau minérale, si jamais on ne prend pas l'eau du robinet. Alors, l'eau de source, il y a un petit peu il y a des minéraux dedans. C'est mieux de prendre vraiment une eau qui n'est pas du tout déjà chargée parce que ça va inhiber la fermentation, en fait. Donc, le mieux, c'est d'utiliser une eau du robinet. Elle peut être filtrée, mais de préférence pas minéralisée trop lourdement, en tout cas. D'accord. Et il y avait aussi une personne qui demandait si toi, Jennifer, il y a le site de Anne-Sophie, mais est-ce que tu as un site ou pas encore? Alors, moi, je suis lauréate du programme de La Ruche. Je suis en création d'entreprise. Je serai peut-être bientôt sur les marchés, mais je suis en création d'entreprise et création de site Internet. Mais peut-être la semaine prochaine, les choses seront plus claires. Oui, Jennifer, elle est incubée au sein de La Ruche Saint-Germain. Donc, si jamais quand on réouvrira, si vous passez à Saint-Germain et au quai, vous pourrez l'apercevoir. Oui. Il y a Ardis qui demande l'eau chlorée est-elle aussi déconseillée pour notre microbiote? Alors, il y a une manière très simple de. Alors, le chlore, c'est pas mauvais en soi. Après, c'est toujours une histoire de quantité. Après, quand on n'aime pas le goût du chlore, la manière très simple de le faire disparaître, c'est de remplir une carafe, d'attendre une petite vingtaine de minutes, une demi-heure, voire même plus longtemps, et le chlore, effectivement, qui est un gaz, va s'évaporer et on n'aura plus le goût du chlore. Après, pour la santé, pas particulièrement dans les normes de l'eau du robinet. Oui, c'est juste que ça, effectivement, ça ni de ça l'eau, va voilà. inhiber un tout petit peu, ça vient
dans la digestion. Mais il n'y a pas des quantités. Non, c'est pas des quantités. À moins d'avoir vraiment d'habiter vraiment une ville où l'eau est très 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 chlorée, mais malgré tout, on continue à rester dans des normes de sécurité sanitaire. Donc, tout à fait. Non, mais le plus simplement, effectivement, c'est de juste laisser l'eau dormir un peu. Ah oui, dehors sur le comptoir. Alors, il y a une personne, Estelle, qui demande, en dehors de l'alimentation, y a-t-il des moyens d'améliorer son microbiote? Il me semble que vous avez parlé de mode de vie. Alors oui, plein. Ça ferait l'objet d'une conférence entière et on peut avec grand plaisir refaire une conférence s'il y a des personnes intéressées. Pour faire très très court, effectivement, il y a l'alimentation, le mode de vie, donc comment on gère son stress, l'activité physique. Et dans l'alimentation, ça va être un maximum de végétaux, donc de fibres. Les oméga, on pourrait faire une conférence aussi sur les pouvoirs des oméga 3 parce qu'il y a un très, très, très grand rôle des oméga 3 sur le microbiote. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Éviter tout ce qui est sucre rapide, graisse transformée, produits industriels et manger le plus varié. Il faut être varié, vivant et végétal. Voilà. Et voilà, en n'oubliant pas effectivement que les produits animaux ont effectivement un intérêt et apportent d'autres choses que les végétaux. Mais en ce qui concerne le microbiote en particulier, voilà, le plus végétal, le plus de fibres, dans la mesure de ce qu'on arrive à digérer et tolérer. D'où l'intérêt, voilà, des légumes lactofermentés. Exactement, oui. pour le coup, parce que même les personnes qui ne digèrent pas bien les fibres ont moins de mal puisqu'elles ont été prédigérées par les bactéries lactiques. Oui. Alors, juste un mot sur ces légumes. De temps en temps, on peut faire un mélange avec les pickles, donc les fameux pickles. Si vous voyez pickles marqué sur votre bocal, on dirait que c'est des légumes lactofermentés. En fait, la lactofermentation, elle est faite juste avec de l'eau et du sel, tandis que les pickles, la plupart du temps, sont dans une saumure, mais plutôt vinaigrée. Donc, ça tue une partie de nos fameuses bactéries qu'on veut absolument retrouver vivantes dans notre estomac. Mais c'est quand même assez intéressant de consommer des pickles aussi. Pour ceux qui peuvent digérer, parce que c'est quand même un peu acide, et à la différence des légumes lactofermentés qui ne sont pas du tout acides. Alors, il y a la Fabienne qui dit Anthony Fardet, c'est vrai qu'on avait fait une conférence en janvier où on parlait des 3 V végétales vraies variées, vous l'avez redit, donc c'est bien, il y a une cohérence dans ce qu'on prône comme alimentation au quai des possibles. Et il y a Marie qui explique qu'elle pense avoir un intestin irritable, donc ça, c'est vrai que c'est des choses des pathologies qui arrivent. Et voilà, c'est des suivis, il me semble, des suivis qui peuvent être faits aussi. Anne-Sophie, elle fait des consultations de micronutrition, elle est à Croissy. Et Doctolib depuis aujourd'hui même. Bravo. Voilà, donc n'hésitez pas, vous avez leurs coordonnées. Effectivement. Après, mon site internet pour me trouver via la rubrique contact aussi, voilà. Merci encore à toutes les deux et merci à tous et à toutes pour votre présence et votre participation active. On était ravis, moi aussi, j'étais ravie d'être avec vous ce soir. Et on a une conférence d'ailleurs la semaine prochaine sur apprendre le langage de son ventre. Donc, il y a une cohérence sur la thématique avec Isabella Aubrist, qui est fondatrice de Petit Ventre Heureux, qui est spécialiste de diététique chinoise. Donc, si ça vous intéresse, c'est la semaine prochaine, le 26 mai, 13h-14h30, je vous remets le lien. Et voilà, n'hésitez pas à suivre la programmation du Quai des Possibles. Pour l'instant, on continue un petit peu en ligne, mais on a bon espoir de reprendre des événements en présentiel et on a hâte de vous retrouver en vrai, en présentiel et de continuer cette programmation pour passer à l'action et modifier son alimentation, modifier son mode de vie pour aller vers... Venir goûter. Et voilà, quand les pots de Jennifer seront lancés, on vous invitera à soutenir son beau projet de légumes boostés, super boostés. Voilà, on vous tiendra au courant et on mettra des infos sur le Quai des Possibles. Merci encore à tous et à toutes. Et très belle soirée. Merci encore Anne-Sophie, Jennifer. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir.